Vanessa Talbot, Product Owner chez 4D à Paris, et moi-même, VP Engineering chez 4D. Donc on a reçu beaucoup de demandes de votre part, de feature requests, sur pas mal de sujets, qui étaient de pouvoir construire un formulaire, de pouvoir le modifier, le personnaliser, de pouvoir le modifier lors du runtime, de pouvoir facilement trouver, modifier n'importe quelle propriété dans votre formulaire, de pouvoir déplacer entre des bases ou s'échanger les formulaires plus facilement. Et enfin, il y avait la différence entre les versions, le fan replace que j'ai déjà parlé, et enfin le source control qu'on a vu tout à l'heure. Donc en fait, les dynamic forms sont une étape pour pouvoir passer au support du source control. Donc, ce nouveau type de formulaire est textuel, donc pour pouvoir être facilement lisible et surtout pour pouvoir être soumis sur un source control, afin que les clients puissent modifier, changer, personnaliser le formulaire après. Il fallait qu'il soit facile à lire et facile à modifier. Pour pouvoir également le faire par programmation, pour pouvoir changer dynamiquement, écrire, il fallait que ce soit facile à créer, à modifier, à changer par programmation. Et enfin, comme c'est du texte, c'était important de pouvoir facilement valider le formulaire, le texte, pour pouvoir trouver les erreurs de syntaxe. Donc pour ça, on a choisi le format JSON. Donc vous pouvez sauvegarder votre formulaire dans un fichier JSON, ce qui vous permet par exemple de l'envoyer par mail, mais vous pouvez également le créer uniquement par programmation et le garder en mémoire dans un C-Object. Donc voici un exemple, c'est assez simple. On a, sur la deuxième ligne, on voit les pages, ce sera la liste des pages de votre formulaire. En page 0, donc on annule, parce que je n'ai aucun objet dans ma page 0. Et ensuite, dans ma page 1, j'ai deux objets, un texte et un bouton. Donc on devine tout assez facilement qu'on a le premier type texte, Hello World, donc c'est un static text, et le deuxième, c'est simplement un bouton. Donc vous pouvez trouver toutes ces informations et tous les détails avec des exemples sur le blog post. Donc voilà, une base beaucoup plus complète avec plein d'exemples, voilà. Et tout en bas, on a ce fameux Hello World avec comment il est construit. Donc vous revoyez le résultat en version JSON, l'objet stringifié. Et ensuite, vous avez comment on peut créer par code cet exemple. Donc on va tout simplement copier l'exemple que nous avons dans le blog post. Hop. Ouvrir un 4D. Je fais droit à la barre. La base est ouverte, je crois. Tu peux aller dans l'Explorer. Je fais tout barre. Alors c'est Explorer. Une méthode. Je vais ajouter une méthode. Je copie mon résultat. Hop, on verra mieux. Donc ici, dans $label, je construis mon objet, où j'utilise la nouvelle commande newObject, arrivée dans une des versions R. Donc je déclare le type, qui est de type texte, pour avoir un label. Ensuite, dans le label, l'attribut texte, je mets le texte Hello World, et ensuite je déclare ses positions, top, left,
largeur et hauteur de mon static text. Ensuite, je déclare un bouton. De la même manière, je déclare le type qui est bouton, le texte que je veux afficher dans mon bouton et sa position. Ensuite, ces deux objets, je les mets dans une page. Donc je déclare un objet page, où je mets dans un objet objects, je mets pour chaque attribut, en fait, ce sont mes objets de formulaire, label, button. Ensuite, ma page, cette fois-ci, je la mets dans un formulaire, donc je déclare un objet, une collection page, et je liste toutes mes pages. Donc encore, on voit la nulle pour la page 0, je n'ai aucun objet en page 0, et ensuite, je mets ma page. L'objet obtenu $form, je le passe simplement à OpenForm Windows dialog. Donc si j'exécute, voilà, j'ai mon formulaire. Donc, par exemple, je mets un breakpoint, je lance. Donc, ça grossit pas aussi le... Donc là, j'ai mon objet label. Donc par exemple, ici, j'ai le champ de texte. On peut voir Hello World. Je peux changer ici, je vais mettre Hello Vanessa. Et donc si je continue, je run. Raté. Tu n'as pas dû valider la saisie dans le debugger. Ah. Je recommence. Hop. Voilà, donc là j'ai Hello Vanessa. Si j'exécute, voilà, dynamiquement, j'ai ma modification. Donc c'est assez simple. Nous allons retourner au slide. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez vu, on a copié le code depuis le blog post. Donc ça veut dire que même la description de vos formulaires, donc ça peut être soit du JSON, soit directement du code 4D, et c'est du texte, donc c'est très agréable. Vous pouvez l'échanger par mail, par exemple, avec un collègue. Vous pouvez envoyer par mail un bout de code qui crée un formulaire complètement. Tous les formulaires, toutes les pages, tous les objets, même la description, on a vu, il y avait aussi les propriétés de description, le titre de la fenêtre, des choses comme ça. Les événements, il y a intégralement. Et donc ça, textuellement, donc soit par code, soit par du JSON, et ça devient beaucoup plus facile d'échanger des formulaires d'une base à une autre, d'un développeur à un autre développeur. Ça donne beaucoup plus de possibilités. Est-ce que c'est interactif avec les formulaires actuels? Qu'est-ce que vous entendez par interactif? Est-ce que si j'ai un formulaire existant, je peux exporter au format JSON? Est-ce que si j'ai un formulaire décrit en JSON, je peux le remonter en format 4D actuel? Alors, la conversion des formulaires en JSON, je vous l'ai montré dans ma vision d'il y a une heure. Donc ça, ce sera que dans un sens, a priori. La conversion des formulaires actuels tels qu'on les connaît, en format JSON, pour que vous puissiez ensuite migrer en mode projet. Parce que, effectivement, comme l'a expliqué tout à l'heure Vanessa, tout ça, vous avez bien compris maintenant, qu'en fait, c'est dans l'optique de fournir le source control. Donc on l'a fait par étapes. Donc là, c'est une première étape très importante pour nous, la description des formulaires en mode texte, pour avoir une compatibilité source control, bien sûr. Je vais laisser Laurent vous présenter un peu les JSON schémas pour comment valider justement la syntaxe de ces formulaires. Oui. Avant ça, on va juste montrer un petit peu dans la même démo. Je vais prendre mes lunettes parce que... Donc. Ah oui, c'est l'âge. Hein. Bah oui. Vous êtes comme moi, hein, j'imagine. Hein. Tous ceux qui ont plus de 40 ans. Voilà. Donc c'est un formulaire qui est vraiment très simple. En fait, c'est une zone, à gauche, on a une zone de saisie en fait, qui est associée, alors c'est un peu petit, alors je vous le dis, c'est associé à la variable VJSON, qui est de type objet.
Là, c'est une zone de saisie associée à un objet. Donc c'est assez pratique puisque ça permet de taper directement du JSON et derrière, à la saisie de la variable, automatiquement 4D va faire le JSON parse pour le convertir en un objet. Et à droite, j'ai une zone de sous-formulaire. Et pour l'instant, je l'ai associé à rien. Je l'ai associé à rien parce que dans le... Voilà. J'ai une ligne de code dans mon bouton qui fait un objet setSubform. Dans le sous-formulaire de droite, j'associe l'objet que j'édite à gauche. C'est la seule ligne de code que j'ai dans cette base. Alors j'ai un peu menti, sur le chargement, il y a l'initialisation pour m'éviter d'avoir à taper. Donc là, c'est le Hello World, hein, donc une collection de pages, page 0, les objets, un label. Et donc quand j'associe au sous-formulaire de droite, j'ai mon Hello World. Alors là, c'est un peu petit, donc là, je peux éditer, je peux faire mettre une font size plus grande, 36, pas oublier la virgule. Hop, voilà. Donc, le fait de tabuler, vous avez vu que ça a été réindenté parce que 4D me l'a formaté. Super, ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Ah, ça doit être du... Tac. Bah alors? Bon. C'est pas... Si, c'est font size. Si, font size. Bien, bon. Je vais en mettre plus bas. Il y a quelque chose qui m'échappe là, mais... Bon, on arrive à éditer les propriétés, mais je ne sais pas, il y a font size non, non, c'est bien, font. Non, les propriétés sont à la norme JavaScript, donc c'est à chaque fois en lower camel case. Donc il y a tout en un seul mot, à chaque fois minuscule pour la première, et à chaque autre mot, une majuscule. Bon, la propriété font size ne marche pas. Alors c'est vrai que c'est assez sensible, et d'ailleurs ça me permettra de faire la transition avec la validation du schéma, on va regarder tout à l'heure. Là, par exemple, si je décide de mettre plutôt un button, donc là j'ai un bouton, je peux décider là j'en mets un deuxième. Donc pas oublier de mettre des noms uniques pour les objets. Et donc je vais le décaler un peu plus bas. Donc en fait les positions, vous pouvez faire top left, bottom right, ou bien top et la hauteur, et left la largeur. C'est comme vous voulez. Ça peut être plus pratique. Voilà. Donc de cette manière, ça vous permet de vraiment en temps réel de vérifier vos formulaires, comment ça se comporte. Donc comme on vient de voir avec font size, c'est assez facile de faire des erreurs. Donc c'est pour ça qu'on a introduit la commande JSON validate et qu'on utilise donc des schémas. Donc qu'est-ce que c'est qu'un schéma? C'est une grammaire formelle pour vérifier justement qu'on ne fait pas d'erreur dans les noms des attributs et dans le type des attributs. Est-ce que c'est un numérique qu'on attend, une string ou un objet? Donc quand vous faites JSON parse, il y a déjà une vérification qui est syntaxique. C'est simplement, JSON parse va simplement s'assurer que les accolades sont bien fermées, que les guillemets sont bien fermés et qu'il y a bien des virgules. Mais JSON parse ne va pas vous dire si vous vous êtes trompé d'orthographe dans un nom de propriété. Donc ça, c'est le but plutôt d'une grammaire. Donc il y a une normalisation sur le jsonschema.org
en fait, qui permettent de définir un schéma. Donc c'est un peu l'équivalent des DTD et des XSL pour le langage XML. Pour ceux qui ont déjà fait du XML, c'est l'équivalent. Voilà. Mais enfin personnellement, c'est peut-être une question de goût, mais c'est quand même plus simple, je trouve. Donc, toc. Donc on l'a introduit avec la 16R5, je crois, peut-être, non, même avant R4, la commande JSON validate. Donc la commande de JSON validate exploite justement, donc je crois qu'il y a le lien sur le schéma.org. Voilà. Voilà. Donc ça c'est le site principal qui décrit la structure d'un JSON schéma. Donc c'est assez didactique. En particulier, il y a une grammaire formelle. Alors ces spécifications, c'est toujours un petit peu rébarbatif. Mais il y a un excellent guide, ici, fait par des indépendants, un didacticiel qui permet de bien comprendre. Je vais essayer de... Voilà, donc avec un Hello World example. Donc en fait, on va tout de suite vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble concrètement. Toc. Voilà. Voilà, donc à gauche, vous avez le schéma, donc la grammaire des formulaires 4D. Donc c'est une grammaire qui est fournie, qui est en fait intégrée à 4D dans les ressources, je vous montrerai tout à l'heure, lorsque vous voulez les consulter. Et donc en fait cette grammaire est elle-même exprimée en JSON. Donc là au début vous avez un certain nombre de définitions, mais on peut aller en fait tout en bas. Voilà. Donc là, ça commence ici à peu près. Je vais remonter un peu. Bon, ça c'est Xbox. Voilà. Voilà. Donc ici, on exprime que en fait un formulaire 4D doit contenir all of, c'est-à-dire toutes les propriétés suivantes. Donc window size, donc les caractéristiques de taille de la fenêtre, les caractéristiques de taille du formulaire pour form size, les marqueurs, les taquets body, header, footer, etc. Les événements du formulaire. Donc ça, ce sont des références. Des références, on les a introduits aussi dans une release R de la 16, donc c'est des JSON pointeurs. C'est-à-dire un JSON pointeur, en fait, c'est un lien relatif pour dire qu'il est dans le même document. C'est un hashtag, hein. En fait, vous reconnaissez la syntaxe des hashtags comme en HTML. C'est un hashtag pour dire qu'il est dans le même document, mais à la position, définition, type window size. C'est-à-dire que dans le même document, il y a... Voilà. Voilà. Ici, on a la définition de qu'est-ce que c'est qu'un window size. Un window size, c'est un objet qui a les propriétés suivantes. Window sizing x, qui est une énumération qui doit contenir soit la string fixed, soit la string variable. Ça, window sizing y, window min width, donc c'est la largeur minimum d'une fenêtre. Donc on dit que c'est un de type entier et qui a valeur minimale 0. C'est voilà, la largeur minimale d'une fenêtre est un entier numérique qui ne peut pas être négatif. La hauteur minimum, un entier 0, la largeur maximum et la hauteur maximum. Donc ça définit ce que c'est qu'un window size. Donc ensuite, on revient à la définition du formulaire.
Donc on a comme ça un ensemble de lots de propriétés pour le formulaire. Ensuite, on a une propriété $4D qui est optionnelle, qui permet en fait, de se souvenir avec quelle version de 4D vous avez édité le formulaire éventuellement. Pour l'instant, voilà, c'est reserved. Pour l'instant, on ne l'utilise pas, mais c'est quand on fera le support des sources contrôle en mode projet, ça nous permettra, nous, de savoir avec quelle version de 4D vous avez pu éditer ce formulaire. Ensuite, vous avez le nom du formulaire, le titre de la fenêtre dans le formulaire, donc de type string, l'option pour savoir si on doit mémoriser la géométrie du formulaire, et ainsi de suite. Donc toutes les propriétés sont là. Donc ensuite, on a pages. Donc les pages, c'est un array, donc c'est en terminologie JSON, donc en fait c'est une collection en terminologie 4D. Et c'est une collection dont les items sont de type objet ou nul, puisqu'on a vu que pour la page 0, il était pratique de pouvoir préciser nul. Donc c'est une collection qui contient soit des objets, soit la valeur nulle. Et chaque item a comme propriété voilà, donc un objet. Donc chaque objet a pour propriété soit les propriétés d'un texte, soit les propriétés d'un input, soit les propriétés d'un button, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on a ici toutes les définitions de tous les objets possibles dans le formulaire. Encore une fois, ce sont des JSON pointeurs. Donc c'est simplement pour améliorer la lisibilité de la grammaire. Donc par exemple, on va aller voir quelle était mon erreur, puisque donc sur texte. J'avais fait un button ? À la fin, oui. Mais au début, c'était un texte qui l'a transformé. Donc là, un texte, c'est la propriété texte. Donc, pardon, un objet de type texte a pour une propriété type qui est une énumération qui a pour seule valeur possible texte. Donc en fait, ça nous permet d'identifier justement les objets de type static text. Ensuite, la propriété texte, qui est le label à mettre dedans. Le fond de thème, qui permet de savoir si en fait, c'est le style automatique, pour savoir si c'est normal ou principal ou additional. Donc dans 4D, c'est je ne sais plus comment on appelle ça, style automatique, je crois, dans l'éditeur de formulaire. Ouais. L'alignement, l'angle. Common, en fait, c'est tout ce qui représente tout ce qui est commun à n'importe quel objet. Donc, en fait, le top left, bottom right en particulier. Drawing spec, c'est un lot de propriétés pour les couleurs, hein, la couleur de background, de foreground, etc. La bordure, est-ce que je veux un encadrement, etc. Et donc, tout ce qui concerne le font spec. Donc, je peux aller voir font spec. Voilà. Bon, on avait bien la propriété font size. Par défaut, font family. Ah, voilà. Par défaut, font family est normal qui correspond justement au style automatique. Et dans ce cas-là, le style automatique, il a une fonte obligatoire qui n'est pas prise. Voilà. C'est parce que j'étais resté effectivement en style fonte automatique, donc déterminé par le système. Donc c'était mon erreur. Puisqu'on voit certaines propriétés qui sont affichées, et il y a des propriétés qui ne sont pas nécessaires, puisqu'il y a des propriétés par défaut qui sont toujours valables, donc on n'est pas obligé de les lister. Donc là, c'était la propriété par défaut, font family à normal. Ça m'apprendra à vous faire une démo sans l'avoir répété avant. Voilà. Donc effectivement, il faut mettre... En fait, parce que ça m'est venu à l'esprit, parce que en projection, je me rends compte que les textes sont trop petits pour... Donc je me suis dit, il faut absolument que je leur montre une taille plus grande. Voilà. Donc là, c'est tronqué. Pourquoi? Parce qu'évidemment, j'ai mis une hauteur de 20, ce qui n'est pas suffisant. Voilà. Donc là, on a bien une grande taille. Donc l'intérêt, je reviens sur le JSON validateur. L'intérêt, c'est que ça permet d'avoir une vérification donc,
de vos erreurs. Alors, malheureusement, le type d'erreur qu'on vient de voir ne pourra pas être détecté parce que c'est une dépendance, c'est-à-dire une propriété. Enfin, on pourrait le coder dans le schéma, mais là, c'est manquant. C'est une dépendance, c'est-à-dire une propriété n'est possible que si une autre propriété existe. Donc ça, c'est exprimable dans la grammaire, mais là, on l'a pas implémenté. Par contre, on a d'autres. Donc à droite, on a un exemple de formulaire, hein, encore Hello World. Donc par exemple, si je me trompe et que dans left, je mets une string, par exemple, et que je demande à valider. Donc là, JSON validate, hein, la commande JSON validate qui est dans 4D, me retourne un ensemble d'erreurs. Il me dit, c'est pas conforme. Déjà, on est sûr, là, c'est pas conforme. Et donc, il me donne les offsets et le pass des propriétés qui posent problème. Donc, en l'occurrence, là, on voit bien que left 20, il dit que c'est pas bon. Incorrect, type, on attendait un entier et on a passé une string. Vous voyez qu'il y a d'autres erreurs d'indiquer, par exemple le max, missing, etc. Alors, ça peut être bizarre, mais en fait, ça s'explique. C'est-à-dire que, comme un objet peut être de différents types, ça peut être un bouton, une drop-down, une checkbox, etc. Donc, la validation de la grammaire va essayer successivement d'essayer de voir est-ce que ça pourrait être un static text? Non. Bon, est-ce que ça pourrait être un button? Non. Bon, est-ce que ça pourrait être une checkbox? Et ainsi de suite. Il va tout tester, et à chaque fois, il va vous dire bon, ça ne peut pas être un static text parce que left est une string, alors que pour un static text, ça doit être un nombre. Et ça ne peut pas être non plus un rouleur, parce que je pense que la propriété max qui est manquante ici, là, pour un rouleur, on doit mettre la propriété maximum, la valeur maximum pour votre thermomètre. Et donc là on nous exprime que ça ne peut pas être un rouleur non plus. Donc voilà. Donc c'est pour ça que des fois c'est un peu perturbant, parce qu'il affiche plusieurs erreurs. Donc là c'est un composant, c'est un ODY que vous pouvez télécharger, qui présente en rouge un petit peu joliment, puisqu'on a les positions dans le texte, donc qui vous positionne un petit peu plus clairement où se trouve l'erreur potentielle. Donc une fois que vous corrigez l'erreur, vous faites un JSON validate et vous pouvez ouvrir le formulaire. Voilà. On va reprendre là-dessus. Donc, effectivement, comme je vous le disais, donc en fait, la grammaire des formulaires 4D, vous les trouvez à l'intérieur même de 4D. C'est distribué à l'intérieur. Si j'arrive à faire un clic droit avec cette souris. Voilà. Donc, vous le trouvez à l'intérieur du 4D.app, dans Contents, ressources, et c'est formschema.json. Voilà. C'est ce fichier-là. Donc c'est exactement le contenu qu'on a affiché dans la démo tout à l'heure. Donc là, on a introduit en fait cette fonctionnalité, les formulaires dynamiques, c'est une fonctionnalité qui est en 16 R6, donc qui vient de sortir cette semaine ou la semaine dernière. Donc là, vous pouvez déjà l'utiliser. La grammaire, on la met dans le produit parce que c'est en fait, elle va évoluer avec le temps. On va l'enrichir, on va améliorer, on va ajuster certaines choses. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment inclus dans le produit, puisque la grammaire évolue avec le produit. Voilà. Je repasse la parole à Vanessa pour une autre démonstration. Donc, je vais vous montrer un autre cas d'usage. Alors, on va ouvrir. Donc là, par exemple, j'ai un ensemble de tables et en fonction de mon utilisateur, il n'a pas envie d'avoir forcément tous les champs. J'aurais envie que lui, il puisse choisir
quel champ il veut voir, quel champ il ne veut pas voir. Donc par exemple, il n'a pas envie d'avoir ces champs-là. Qu'il puisse le faire lui au runtime. Donc là par exemple, je choisis que je veux un formulaire liste. Je veux ici les petits boutons soient en haut. Je lance la création de mon formulaire et je l'affiche en subform. Donc je peux avoir ici la liste des champs. Je peux faire la même chose en choisissant un input form. Je génère et j'obtiens mon input form. Monter. Et vous pouvez directement l'utiliser là, dès maintenant. Voilà. Donc ici, par exemple, je peux rentrer, je peux changer au mois de mars, par exemple. Je valide et je suis passé. C'était en anglais, donc c'était plutôt le 3 novembre, au lieu du 1er novembre. Désolée. Voilà. Par exemple, l'ordre ne me plaît pas, donc j'ai envie plutôt que d'avoir l'image qui soit en haut. Je peux la remonter. Je veux changer le label. Je peux le faire. Je réexécute et j'ai l'image qui est en haut. Donc on va aller voir un peu le code. Non. Méthode. Donc dans cet exemple, j'ai choisi de partir à partir d'un template où j'ai mis un minimum, donc par exemple justement la barre en haut d'icône, de choisir qu'elle soit prédéfinie et ensuite d'inclure dedans mes objets en fonction du choix de l'utilisateur. Donc j'ai créé un template qu'on peut voir ici d'objets et j'ai un template d'input pour mon formulaire des détails. Donc ici, je crée mon objet formulaire qui va me servir à afficher. Je copie dedans mon template. Je rajoute le nom que j'ai basé sur le nom de ma table. Donc ça, c'est le titre de ma fenêtre. Et ça, c'est le nom pour le récupérer, que vous pouvez le récupérer avec les commandes current form name. Ensuite, ici, j'ai la liste de mes champs de ma base. Et en fonction ici de si l'utilisateur a choisi de l'afficher ou pas, je rajoute mes objets. Donc ici, je récupère, je veux mettre le label. Donc je récupère dans mon template de formulaire, mon template d'objet de formulaire, le static text. Donc pareil, j'en fais une copie pour récupérer. Je choisis la position de mon label que je vais calculer. Donc ça, voilà. Je mets le texte qui est le nom du champ, sa position, et je fais la même chose pour les insert. Alors là, pour le insert, justement, j'ai fait dans le template un type en fonction du type de champ. Donc vous avez un template puisque vous n'avez pas les mêmes propriétés ou les mêmes choses que vous voulez voir. Donc il y a un template pour les pictures, pour les images, pour les objets, pour les booléens, pour les dates, pour les heures, pardon, les dates, et ensuite le reste, qui est simplement des textes. Donc sur le même principe, je le copie, et ensuite je rajoute la data source, donc ça c'est le champ. Donc je mets le nom de la table, le nom du champ. Je calcule par rapport à la position du static text et le énième élément pour sa position. Et c'est tout. Et ensuite, je rajoute mon objet dans ma page. Donc ensuite, on peut faire la même chose avec le formulaire liste. Donc c'est sur le même principe, j'ai un template pour le formulaire de sortie. Donc pareil, je copie le formulaire dans une variable locale ici, je rajoute le titre de la fenêtre, le nom de mon formulaire. Donc cette fois-ci, j'ai choisi dans mon formulaire d'avoir une listbox.
Donc j'ai déjà prédéfini dans mon template ma listbox. Donc je rajoute juste la table sur laquelle va s'appliquer ma listbox, que je passe en paramètres. Et ensuite, je vais pouvoir ajouter mes colonnes qui vont être une collection. Donc je déclare ma nouvelle collection. Et ensuite, je fais une boucle sur mes champs que je vais ajouter à ma collection. Donc même principe, la boucle de champs, les champs que je veux afficher ou pas. Et ensuite, donc toujours sur le même principe, dans mon formulaire d'objet, dans mon template de formulaire d'objet, j'ai un exemple pour les colonnes et que je récupère et je rajoute donc le nom de ma colonne. Ça c'est le nom de l'objet, la data source et le titre le header. Et j'ajoute dans ma listbox dans la collection. Et ensuite, je passe, donc là j'ai dans $o form tab, j'ai mon formulaire que j'ai choisi de passer à object set subform. Dans cet exemple, pour pouvoir débugger ou pouvoir tester, je sauvegarde également dans un fichier JSON pour pouvoir vérifier, regarder. Donc c'est assez simple. Alors pourquoi j'ai choisi de prendre par des formulaires? Alors je vais vous montrer simplement. On va faire. Fais contrôle. Hop. Raté. Voilà. Donc je vais redémarrer ma base. Je vais prendre à nouveau, je vais prendre celui-ci, je vais générer ma listbox. Et par exemple, j'ai envie que ce soit écrit justement beaucoup plus gros. Donc je peux aller dans mes templates. Donc ça peut être justement chez le client qui lui souhaite un affichage beaucoup plus gros. Peut aller modifier le template. Voilà. Ouvrir. Text Wrangler. Et je peux choisir que ma listbox, je rajoute Fais pas la même erreur que moi. size avant et un font family. Virgule. Merci. On a gagné 5 minutes là. Au moins. Et donc, je réexécute et voilà. Est-ce qu'il y a une notion de dossier ressources partagées et de dossier ressources local au poste? En client-serveur, vous voulez dire? Qu'est-ce qui est... En fait, le cas typique, c'est pour faire un formulaire utilisateur. En fait. Oui, tout à fait, ouais. Alors, il va chercher dans la ressource principale, il va chercher dans les ressources locales, à ce moment, il lui affiche celui des ressources locales. il n'y a aucun mécanisme automatique dans le cadre des formulaires JSON. Mais si vous, à partir du moment où vous mettez dans le dossier ressources de votre database, vous profitez des mécanismes inhérents à la réplication du dossier ressources de votre base sur les postes clients. Voilà. Mais ce n'est pas spécifique au formulaire JSON. C'est général. Ouais. Le fichier, vous le mettez où vous voulez. Voilà. Si vous le mettez dans le dossier ressources de la base, KD Server va le propager sur les postes clients. Derrière, du coup, en fait, on gère s'il y a un dossier qui existe quelque part, sinon on prend tout. Oui, comme ça vous laisse la liberté. Par exemple, si vous voulez modifier le formulaire uniquement sur un poste client et pas les autres, bah, il vous suffit de le mettre à un endroit et pas à un autre. Parce que vous pouvez passer dans Object Set Formulaire ou Open Form Windows qu'on a vu, le chemin. Donc vous pouvez, là c'est un exemple d'un objet, mais ça peut être justement le chemin du fichier. Voilà. Oui. Voilà. Une question rapide, oui. Donc parce que vous n'aviez pas de micro, je répète pour tout le monde. Donc vous avez eu comme stratégie de stocker votre formulaire JSON dans la base de données.
C'est pour avoir une meilleure propagation sur vos postes. Voilà. Oui. Juste une question. On a vu comment décrire, notamment dans la définition qu'il peut y avoir des événements de déclenchement, mais quid de la méthode formulaire et des méthodes objets relatives à chaque objet? Tu peux faire peut-être une démo rapide ou on peut vous montrer ça. Il y a un exemple qu'on peut ouvrir dans la base suivante. On allait vous montrer. On peut regarder. Local. Donc, par exemple, cette base-là, pour justement remplir la liste au démarrage. Donc, il y a une méthode projet, voilà, qui est avec le form onload, qui permet de charger tous les enregistrements de la table. Et dans le formulaire, catalogue. Ah. Ah, t'es dans Firefox, ouais, remarque, pourquoi pas. Donc voilà. Donc ici, on a déclaré... Alors, je sais pas si on peut zoomer... Essaye Pomme Plus. Ah. Raté. Vous connaissez le raccourci dans Text Wrangler pour agrandir la... Sinon, on peut retourner... Ouais, fais Firefox, c'est double-clic. Voilà. Là, la commande plus marche. Voilà. C'est très bien. Voilà. Donc voilà, ici, au niveau des propriétés du formulaire, avec le titre, le nom du formulaire, sa minimum-hauteur, largeur, on peut rajouter une méthode. Donc on revoit la méthode objet de tout à l'heure. Et on peut mettre les événements qu'on veut sur lesquels ça est supporté. Donc ici... Oui, voilà. Donc, contrairement aux formulaires classiques qui ont des méthodes, la méthode formulaire où les méthodes objets sont anonymes, en fait, elles n'ont pas de nom, elles sont directement liées. Quand vous travaillez en JSON, on ne peut appeler que des méthodes projets avec un nom. Donc vous créez vos méthodes projets et ensuite vous donnez leur nom dans la propriété méthode, soit du formulaire lui-même, soit des objets. Donc ça a un autre intérêt, c'est que du coup ça permet de mutualiser, par exemple, la même méthode projet pour différents objets. Hein, si vous avez la même méthode de validation, par exemple, sur plusieurs champs de saisie, vous avez 12 champs de saisie, vous pouvez mettre la même méthode projet comme propriété de vos 12 champs de saisie. Non, là, vous donnez juste un nom, puisque les méthodes objets ou les méthodes formulaires ont des paramètres implicites déterminés par 4D, ce n'est pas à vous de les choisir. Oui, dans le fond, là-bas. Alors là, vous parlez de la version 18 de ma vision de ce matin. Ce n'est pas l'objet de cette session. Toutes les propriétés et les différents types d'objets, c'est documenté, tout ça? Oui, donc c'est décrit extensivement dans la grammaire que j'ai effleurée tout à l'heure. Il y a 220 propriétés, donc Si vous l'avez également sur Doc Center, où il y a une page avec un tableau qui vous rappelle toutes les propriétés, leur type, les possibilités et à quel type elles s'appliquent. Vous pouvez aller voir. Il y a les dockd.com. Donc sur dockd.com, vous avez effectivement ce que vient de dire Vanessa, une description formelle, on va dire, une présentation, on va dire, des différentes propriétés. Mais pour plus de précision, c'est le schéma, le form-schema.json. C'est comme une grammaire DTD en XML, comme on disait tout à l'heure. Si vous voulez plus de précision, c'est le schéma qu'il faut regarder. Voilà. Déjà
Oui. Je ne sais plus où c'est. Ça doit être dans la structure Dynamic Form. T'es dans le manuel design. C'est dans le manuel design, je crois, ouais. Et donc, je crois que c'est vers le bas, tu as une section Dynamic Forms. Formulaire dynamique, c'est... Tu l'as pas? T'es en R6? Oui. Ça doit être quelque part. Managing, building. Plateforme, ouais, on va chercher Dynamic Forms. En fait, non, je crois pas, mais... Non, c'est pas... Oui, mais je préfère, en fait. Ah. Que des... Ça, c'est le blog. Je pense que depuis le blog... Dans le blog, il y a les liens. Le lien, depuis le blog, il y a généralement le lien sur la doc. Ça va être avant, JSON validate, JSON schéma, complete list attribute. Voilà. Building form. Building forms, voilà. Bon, c'est assez logique. Toujours aussi, oui, non. Voilà, donc vous avez ici la liste des différentes propriétés. Voilà. Tu as une autre démo à nous montrer, Vanessa? Dis-moi mon nom, si tu veux montrer la base catalogue ou le... Non, tu en avais une autre que tu avais commencé à nous montrer avec les différentes tables, chacun dans leur formulaire. Oui. Vous allez au-delà de la session, encore une fois. Mais on peut en discuter après. On n'a plus que 5 minutes. On peut en discuter après. On va garder nos questions pour après la session, si vous permettez. Donc ici, c'est un exemple où je veux qui est sur un produit et j'ai plusieurs tables qui sont simplement des informations comme définir la couleur du produit, le matériel du produit, la pattern, plusieurs informations. À chaque fois, j'ai juste 2 champs. Elles se ressemblent, je veux le même look et j'ai pas envie de refaire à chaque fois un formulaire pour chaque. J'aimerais bien pouvoir avoir un seul formulaire et pouvoir changer, que ça affiche en fonction de ce que je choisis et que ce soit toujours le même formulaire. Alors, si je retourne dans mode design, donc si je vais voir au niveau des formes, je vais dans les table forms déjà. Et il n'y a aucun formulaire, comme vous voyez, dans la base, il n'y a strictement aucun formulaire dans la base. Alors, et pourtant, vous en avez vu. Eh bien, évidemment, ils sont générés par code. Donc non, pardon, open. Vous avez la création, comme on a vu tout à l'heure pour les Hello World, une création du formulaire par code. Et avec une formule, on récupère la table qui est choisie, qui est différente, qui nous permet dynamiquement en fait, d'avoir exactement le même, une seule méthode. On utilise également ici un template auquel on ajoute les informations table et champ. Et on a juste un objet, une seule méthode. Alors, comment c'est fait dedans? C'est qui est là. Donc, en fait, on a mis au niveau voilà, du nom ou du titre,
on a utilisé des pointeurs, des JSON pointeurs avec info table, info table, et également au niveau des champs, pour définir la source de chacune des colonnes. Voilà. Et donc si on revient dans 4D, si je mets un point d'arrêt, je relance. Donc ici, vous obtenez le formulaire chargé et on a également injecté, on va faire après, pardon. Donc ici, c'est le formulaire qu'on a vu, qu'on a ouvert, avec les différents éléments. Et ici, par code, on a déclaré un objet $info auquel on va mettre justement le nom de la table, le nom des champs. Je l'insère dans mon formulaire, donc on voit $info qui arrive avec les différentes informations. Et ensuite, quand je vais exécuter le formulaire, KD, lorsqu'il fait le openForm ou le object_set_subform, en fait, résout les pointeurs. Donc automatiquement, il m'a remplacé tous mes pointeurs pour avoir bien le nom de ma table et les champs, et donc avoir les bonnes informations dans la listbox en n'ayant qu'un seul formulaire et une seule méthode. Donc là, c'est une astuce. En fait, c'est pas obligatoire d'utiliser des pointeurs, des JSON pointeurs. Hein, ne confondez pas avec les pointeurs dans le langage 4D. Donc c'est des JSON pointeurs. Donc ça a permis à Vanessa de regrouper dans un objet info à elle. Hein, la propriété info ne fait pas partie du schéma des formulaires JSON. Donc elle a décidé de regrouper tout ce qui était spécifique à l'utilisation d'une table dans un objet à elle qu'elle injecte dans le formulaire. Et ensuite, dans le template de ces formulaires, elle a utilisé un JSON pointer pour référencer les informations qu'elle a injectées dans le formulaire, dans la propriété info. Donc c'est assez astucieux, qui permet donc de pas trop toucher au template, de pas trop avoir à le modifier. On sépare ce qui est la spécialisation du template par table dans un objet qui est dédié, qui sert qu'à ça.